Alors, on ne va pas vraiment faire un TD de MMEF aujourd'hui, puisque je ne vais pas suivre la fiche d'exercice, on la reprendra un peu plus tard. J'aimerais faire un petit point en fait sur ce qu'on a déjà fait en MMEF, puisqu'on est à un tournant, on va dire, du programme. C'est un peu un programme, c'est un peu une charnière du programme, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal de maths jusqu'à présent, et là, on va arriver dans la partie éléments finis. Donc, du coup, je pense que c'est important que vous voyez bien la jonction entre ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire maintenant. Voilà, c'est pour ça que je me permets ce petit escapade du TD. Ça ressemble plus à du cours, ce que je vais vous faire ici, mais c'est du cours très, très appliqué et très résumé. Et ça ne va pas durer très longtemps, peut-être une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, derrière, on va tout de suite embrayer sur la partie éléments finis. Et comme je serai dans une partie courte, bah, je vais commencer à vous expliquer effectivement la méthode des éléments finis et on reprendra le cours des TD la prochaine fois normalement. Voilà. Donc comme d'habitude, par contre, hein, vous m'interrompez s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses qui vont trop vite. Alors, le résumé des épisodes précédents, eh bien, qu'est-ce qu'on a cherché à faire tout au long de MMEF jusqu'à présent? Eh bien, on a juste cherché à résoudre ce qu'on appelle des problèmes aux limites. Alors, la plupart du temps, on cherche à résoudre des équations différentielles, hein. Donc, ce sont des équations différentielles, ces problèmes aux limites. Monsieur, Oui? est-ce que vous partagez votre écran ou pas? Oh, bah, j'ai juste oublié de le partager, tu vois. Ah, ok, Pas bien ça marche, pas réveillé, hein, pourtant 16 heures le vendredi. pas Excuse-moi. de souci. Excusez-moi tous. Voilà, j'ai pas écrit grand-chose, hein. Donc, effectivement, on cherche à résoudre des problèmes aux limites, c'est-à-dire des équations différentielles sur un domaine borné. Et ça comprend en réalité bah, quasiment toutes les équations de la mécanique et de la physique que vous allez voir en GM. Alors, ce domaine borné, en général, on l'appelle oméga. Bon, là, il est en 2D, mais il pourrait être en 3D, en 1D, peu importe. Et sa frontière, sur laquelle on va imposer des conditions limites, on l'appelle, pardon, pas des ronds D, mais des ronds oméga. Et donc ça, c'est la frontière, en fait, du domaine. Et ben, nos variables qu'on va chercher ici, là, moi, je l'ai appelé de manière on va dire arbitraire U de x. Le x représentant la position du point M, là, donc x a pour composante M. X, pardon, M a pour composante x. OK. Donc, sur les bords, sur ce domaine borné, donc, on va avoir sur la frontière des conditions limites. Sur des rangs oméga qui seront de différents types. Donc, il y aura des conditions de Dirichlet. Donc là, on va imposer des valeurs sur notre champ U de x. Il va y avoir des conditions de Neumann. Donc là, on va imposer en général des valeurs de dérivées sur ce champ, ou un mixage des deux. Et le mixage des deux, c'est ce qu'on appelle les conditions de Fourier-Robin. À partir de là, eh bien, on va définir ce que c'est qu'une formulation forte. Donc, on l'a vu ensemble, une formulation forte, en général, c'est tout ce qui vous était donné systématiquement en entrée de vos exercices, la plupart du temps. On peut l'écrire de manière très générique, cette formulation, sous la forme un grand A, comme ça, U de x, donc la fonction qu'on cherche, égale à 0 pour tout x élément de oméga, et avec plus condition limite sur des ronds oméga. Voilà, de manière générique, en fait, ça peut être ça. Alors, le grand A qui est là, et là, ça fait le lien avec la dernière partie qu'on a vue, eh bien, ça peut être éventuellement un opérateur différentiel. Donc, finalement, si vous regardez bien, tout ce que vous avez fait sur la partie opérateur sert à résoudre finalement la forme forte. Donc ça, c'est ce qui est intéressant sur la partie opérateur.
À titre d'exemple, hein, l'opérateur là que j'ai mis, A de UX, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, ça pourrait être égal au Laplacien de U. Laplacien de UX, par exemple, ça pourrait être donc aussi autre chose, hein. En mécanique des milieux continus, le A de UX, très souvent, ça va être quelque chose qui va être de la forme, la divergence du gradient du déplacement, plus une autre fonction vectorielle ou scalaire suivant l'espace dans lequel vous êtes, qui est égal à 0 si vous êtes en statique. Voilà, ça peut être en fait votre opérateur. Donc, l'inconnu, c'est U de x, hein. Et tout ce qu'on a cherché à faire jusqu'à présent, eh bien, c'est chercher cet inconnu. Alors, on a défini des tas de choses intéressantes, comme les espaces vectoriels sur lesquels, donc les espaces hilbertiens sur lesquels devait se trouver cette solution. Avec V, en fait, notre espace vectoriel, c'est un espace de Hilbert, voilà, qui est muni d'un produit scalaire. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait précédemment au niveau de MMF. À partir de là, on vous a montré comment faire, à partir de la formulation forte, comment on a fait une formulation faible. Alors en général, dans votre poly, elle est appelée FV, hein. Donc F, parce qu'elle s'appelle aussi la formulation variationnelle. Donc elle s'appelle aussi FV dans votre poly. Donc, ça, en fait, qu'est-ce que c'est que cette formulation faible? Eh bien, on part de la formulation forte. Et on cherche une forme bilinéaire qu'on a appelé A de quelque chose avec deux choses à l'intérieur, d'où le bilinéaire. Il faut qu'elle soit continue, cette forme bilinéaire, et coercive. Donc, d'où tous les exercices sur la coercivité, etc. Et du coup, eh bien, résoudre notre problème qui était posé juste au-dessus, c'est-à-dire A de U de X égale à 0 pour X éléments de oméga, eh bien, ça revient à quelque chose d'assez simple, c'est trouver U éléments de K. Alors K, je ne l'ai pas dit, mais je le mettrai après, c'est l'espace des solutions. Donc cette fonction U telle que A de UV est égal à LV, quel que soit V élément de V0. Alors si on a ça, eh bien, il y a un gentil théorème qui s'appelle le théorème de l'axe milligramme, qui nous assure que dans ces cas-là, s'il y a une forme continue, coercive, eh bien, ce théorème assure non seulement l'existence d'une solution, mais en plus, la solution en question sera unique. Alors, les espaces vectoriels sont très importants dans la formulation faible, donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, K, en fait, est inclus dans l'espace vectoriel de départ. Et en fait, dans cet espace de solution, il inclut, cet espace-là, il inclut en fait les conditions de Dirichlet. Donc, nos champs de solution sont effectivement directement construits pour inclure les conditions de Dirichlet. Alors, il y a deux types de conditions de Dirichlet, soit elles sont homogènes. Grosso modo, ça veut dire que la valeur est égale à 0, ou non homogène, c'est-à-dire qu'on impose en fait une valeur, mais pas forcément nulle. Donc, une valeur différente de 0 sur notre frontière des ronds oméga. Décidément, ça c'est la mécasol qui me trouble, des ronds oméga. Alors, les autres conditions aux limites, donc ça soit Neumann, Fourier-Robin, ces autres conditions sont des conditions limites qui sont incluses
dans l'expression de A et quelquefois aussi dans l'expression de L. Voilà. Donc, s'il y en a certains qui se demandaient où est-ce qu'on les retrouve, on les retrouve systématiquement dans ces deux choses-là. Alors, ça, c'est la formulation variationnelle. Et on a montré, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup montré qu'on pouvait résoudre des problèmes avec ça. On a surtout posé le cadre de tout ce qu'on voulait résoudre, mais on ne les a pas souvent résolus, ces problèmes-là. Très souvent, on a préféré résoudre la formulation forte, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec les opérateurs, ou quelquefois dans certains petits exercices, on vous demandait directement d'intégrer sur le domaine l'équation différentielle, parce que c'était très facile à faire à la main. Alors, la nouveauté ici, c'est que cette solution, cette formulation variationnelle, eh bien, on peut très bien se placer dans un sous-espace de V. Et ça va vous rappeler ce que vous avez fait au tout début. On peut se placer dans un sous-espace de V qui n'est pas un espace aussi complet que V. Et on va l'appeler en fait VH. Donc lui, il est inclus dans V. Et cet espace-là, VH, c'est un espace dit d'approximation. D'où tout ce que vous avez vu sur l'approximation des moindres carrés. Et donc, notre solution, alors c'est un espace d'approximation de la solution exacte, qu'on va noter, donc qui est noté U de x. Et cette approximation, on va la noter U avec un petit h de x pour ne pas le confondre avec ce qu'on a vu. Dans les différents TD, on les a notés G tilde, en général, ces approximations. Donc, ce sont des approximations dans un sous-espace vectoriel, donc qui est inclus à l'intérieur de V. À ce moment-là, la formulation faible va changer. Donc, la formulation faible va devenir trouver U de H élément de K de H, tel que eh bien, A de U de H, V de H est égal à L V de H, quel que soit V de H et l'élément de V de H0. Donc V de H0, c'est l'espace vectoriel donc qui contient les conditions de Dirichlet. Voilà. Donc, à partir de là, on est donc dans un sous-espace de l'espace complet qui est notre espace de solution. Et on va montrer certaines choses dans ce sous-espace. Ce sous-espace, et ça, vous l'avez vu au moment des approximations, par exemple, on peut montrer que la solution U de H dans le sous-espace vectoriel V de H, eh bien, c'est la meilleure approximation de U dans le sous-espace H, V de H. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça se montre assez bien. Et si en plus, eh bien, ça c'est juste une remarque, si en plus vous avez A, qui non seulement est une forme bilinéaire, continue, coercive, pardon, mais en plus si A est symétrique, alors, eh bien, A est un produit scalaire, la forme bilinéaire est un produit scalaire. Et si cette forme est un produit scalaire sur V de H, eh bien, ça veut dire que U de H est donc une solution approchée au sens des moindres carrés. Voilà pourquoi on vous a fait en fait autant de TD sur l'approximation au sens des moindres carrés sur V de H.
OK. Alors, cerise sur le gâteau numéro 2, ça c'est le lemme de Ca en fait, que vous avez vu dans votre polycopier de cours, puisque vous n'avez pas cours. Et le lemme de Ca, il nous dit que eh bien, notre solution qu'on a trouvée approchée U de H moins, donc la distance entre U de H et U, la solution réelle, avec la norme de l'espace vectoriel dans lequel on se trouve, est toujours inférieure ou égale à C sur alpha, donc qui est un réel positif, et inf de oméga H moins U, donc une autre solution du sous-espace avec la norme V de H, quel que soit oméga H élément de VH. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'erreur commise en utilisant U de H, en fait, eh bien, cette erreur, elle est bornée. Donc, fini. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas partir dans des délires extraordinaires. On va effectivement avoir systématiquement des choses quand même qui sont très proches de la réalité. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir regardé l'exemple sur Moodle et donc en vidéo sur la poutre pesante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé cet exemple-là? Vous pouvez me répondre oui, non, on n'a pas fait, enfin peu importe, mais dites-moi, je voudrais savoir s'il y a des gens qui l'ont vu. C'est bien dommage. OK. Donc, parce que dans cet exemple-là, vous avez un résumé finalement aussi de tout le TD de MMEF, tous les TD qu'on a fait précédemment. Donc, je ne vais pas pouvoir le refaire là, mais simplement, si vous allez voir donc, cet exemple-là, qui s'appelle la poutre pesante, hein, je dis, c'est dommage parce que vous aviez quand même une interro de prévu, et en fait, pour réviser ce TD-là, qui n'est pas un TD puisqu'il est à part sur Moodle, sur YouTube, bah, effectivement, mais je l'ai mis sur Moodle aussi, eh bien, il peut vous résumer en fait tout ce qu'il fallait savoir pour cette fameuse interro. Sur la poutre pesante, par exemple, dans le premier cas, j'ai pris un espace vectoriel V de H qui était engendré par une famille libre que vous connaissez bien, 1, x, x carré. Alors libre et fini, hein. Donc j'avais simplement mes trois polynômes. Et j'ai écrit mes solutions approchées U de H de x sous la forme de U0 plus U1 de x plus U2 de x carré. Donc, U0, U1, U2 sont mes inconnus, du coup, deviennent mes inconnus du problème. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser la terminologie élément fini. C'est totalement équivalent en élément fini à ce qu'on appelle des degrés de liberté. Alors, c'est des degrés de liberté au sens où, effectivement, ma solution va avoir la liberté de bouger si je bouge ces paramètres-là. Toujours dans le même exemple sur YouTube, là, j'ai pris un autre espace vectoriel que vous connaissez en fait. J'ai pris V de H, c'est simplement à titre d'exemple, hein, engendré par une autre fonction libre, une autre famille libre, pardon, qui est sinus de npi moins pi sur 2 facteur de x sur L. Le L étant la longueur de la poutre. Et là, c'est pareil, je me suis limité à simplement n égale 1 et 2. Voilà, donc là, ça fait en fait deux espaces vectoriels approchés différents, deux espaces de solutions différents. Et à chaque fois, dans ce cas-là, bah, par exemple, mon U de H, sa forme, c'était U0 plus U1 sinus πx sur 2L plus U2 sinus 3πx sur 2L. Et là, comme d'habitude,
eh bien, mes inconnus, ou mes degrés de liberté, c'était U0, U1, U2. Alors bien sûr, vous voyez que quand je vais résoudre mon problème avec le premier sous-espace vectoriel ou avec le deuxième, je ne vais pas trouver les mêmes valeurs de U0, U1, U2, puisque je n'ai pas les mêmes fonctions qui me décrivent en fait, qui sont la base de mon espace vectoriel approché. Alors, dans cet exemple-là, on a réussi à faire ça parce que la solution qu'on cherchait était très très simple. Donc, si vous regardez bien les fonctions que je viens d'écrire, les fonctions précédentes, là, les fonctions donc, qui approximent ma solution, eh bien, elles sont toutes continues. Elles sont continues et à ce moment-là, bah, effectivement, je peux approcher des choses qui sont vraiment extrêmement simples, on va dire. Par exemple, je vous donne un exemple tout de suite. Voilà, dans la solution qu'on trouve avec la poutre pesante, si on a x et ici on a u de x, la poutre pesante, ça va faire un truc comme ça, c'est une parabole en fait, hein, donc en fonction de la position de la poutre, voilà, on va trouver ça. Ça, c'est l'exemple de la poutre pesante. On va trouver qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, imaginez maintenant que mon u de x, en fait, que je cherche, il soit pas du tout, mais alors pas du tout simple, hein. Il ne peut pas revenir en arrière, ça c'est impossible. Je recommence, hop là, par exemple, il pourrait faire un plateau, ensuite il descend, ensuite il revient comme ça, il revient, hop, etc. Voilà, ça c'est un u de x qui pourrait avoir des discontinuités, comme ici, là. Là, il y a une partie discontinuité ici, et bah, il pourrait être nettement plus complexe. À ce moment-là, eh bien, bah là, on va avoir un problème. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir utiliser des fonctions continues pour résoudre notre problème. Donc, si la solution est trop complexe, alors on va utiliser des fonctions discrètes et qui vont être continues par morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, hein? C'est ultra simple, hein. Ça veut dire que les fonctions que je vais chercher pour approximer ma solution, par exemple, eh bien, je vais discrétiser mon domaine de mon support, hein, de 0 à x, là, et puis je vais pouvoir, par exemple, approcher par des fonctions linéaires par morceau, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai une approximation linéaire par morceau. Et je vais chercher donc mes solutions dans cet espace des fonctions linéaires par morceau. Donc là, ce que j'ai mis en bleu, là, eh bien, c'est mon fameux U de H que je vais chercher. Alors que dans la solution verte, bah, je pouvais prendre effectivement des fonctions qui étaient éventuellement continues et très simples. Donc ça, c'est en fait ce truc-là, ça va nous permettre de donner finalement donc, cette chose-là, c'est-à-dire la formulation variationnelle plus des fonctions discrètes d'approximation, eh bien ce truc-là, c'est la base de la méthode des éléments finis. OK. À ce point-là, ben, j'ai fini en fait pour les rappels. J'espère que vous voyez bien quel est le lien finalement entre tout ce qu'on a fait précédemment et ce qu'on va chercher à faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on va se concentrer sur toujours la formulation faible, hein, mais en plus, on va utiliser des fonctions discrètes d'approximation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non, ça va, quoi.
Est-ce que vous retrouvez à peu près ce que vous avez compris dans la première partie du cours? Ou est-ce que vous voyez des éléments que j'aurais oubliés dans ce qu'on a fait dans la première partie du cours? Bon, je crois que c'est le vendredi de 16 à 18, juste avant les vacances, hein. Ça a l'air d'être difficile. OK. Pas très interactif aujourd'hui, Désolé. hein. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai coupé la parole. Non, non, je compatissais avec vous. Je disais désolé, c'est un peu dur, mais je crois qu'on est un peu mou, mais on va faire au max. OK. Non, mais je le comprends, hein, c'est encore une fois, si on était en présentiel, effectivement, ce serait plutôt, carrément une journée gâteau, quoi. Mais là, c'est pas terrible. Ça marche. Alors, les fonctions discrètes qu'on va utiliser, elles peuvent être de 2 types en général, hein. Bon, après, on peut faire des trucs encore plus compliqués, voilà. Les fonctions discrètes, pour les éléments finis, peuvent être soit, peuvent être, linéaires, en fait, linéaires par morceau, ou on va avoir éventuellement des fonctions quadratiques. Bon, ça revient à dire, pour faire simple par rapport à ce que j'ai, écrit, enfin dessiné tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dessiné un U2H qui était, linéaire par morceau. Maintenant, on pourrait dire, je peux en faire un autre, par exemple, on va le faire en jaune. Je vais faire un autre U2H, ici, là, mais qui pourrait être quadratique. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer d'interpoler par des paraboles, en fait, notre U2H. Donc là, bon, voilà, c'est quasiment une droite. Là aussi, c'est quasiment une droite. Et puis là, on pourrait essayer de refaire une parabole. Voilà. Et puis là, c'est encore une droite, donc c'est presque une parabole aussi, très, très, très étendue. Donc, vous voyez, ça, c'est un U2H qui serait plutôt quadratique. Alors que le U2H que j'ai fait juste avant, là, c'est plutôt un linéaire par morceau. Donc, il est soit quadratique par morceau, soit linéaire par morceau. OK. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de la méthode des éléments finis. Méthode des éléments finis. Alors, la première chose qu'on a à faire, alors ici, on va prendre je vais m'appuyer en réalité sur l'exercice que vous avez à faire dans le premier TD, qui est un exercice de résolution d'un problème, mais sur un domaine 1D. Donc, on va commencer avec un exemple, en fait, 1D. Ce qui est beaucoup plus simple pour commencer à comprendre, en fait, notre problème à résoudre. Alors, on a une équation différentielle à résoudre sur ce domaine 1D, etc. Bon, bien sûr, mais tout ça, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dedans. On fera ça quand on ira sur le TD. Et la première chose, en fait, à faire, donc, première chose à faire, eh bien, c'est découper le domaine. Découper le domaine en sous-domaines. Alors ça, c'est la phase des éléments finis qui s'appelle le maillage. Alors, prenons un domaine. Voilà, donc ici, j'ai un domaine qui commence là, il est 1D et il se termine là. Voilà. Donc là, en fait, mon domaine a deux frontières. Une qui est ici, là, que je vais appeler d rond oméga 2, et celle-ci, je vais l'appeler d rond oméga 1, par exemple. D rond oméga 1 et d rond oméga 2. Donc ce sous-domaine, il faut que je le décompose. Donc on y va, on va lui mettre, par exemple, un point ici, un point là, un point là. Vous voyez que je ne suis pas obligé d'avoir une décomposition forcément avec des longueurs identiques. Donc ça, mais les points de coupure que j'ai mis dans mon domaine ne sont pas forcément à équidistance les uns des autres. Alors, pour pouvoir commencer à travailler ensemble et puis que vous compreniez à peu près ce que je raconte, on va numéroter et donner des noms aux valeurs, ce qu'on appelle ces choses que je viens de tracer là. Ça s'appelle des nœuds. C'est les nœuds du maillage. Donc ici, ce nœud-là, la position de ce nœud-là, je vais l'appeler x0. Ça, c'est x1, x2, x3, et mon dernier nœud ici s'appelle avec une position x4.
Donc, j'ai le nœud 0, le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3, le nœud 4. OK. Et puis, chaque sous-domaine, eh bien, c'est ce qu'on appelle en fait un élément. Donc, le maillage est composé de sous-domaines, donc qui s'appellent des éléments. Où sont mes éléments? Eh bien, j'en ai un ici, entre x0 et x1, c'est l'élément 1. J'en ai un là, j'en ai un là, et j'en ai un là. Donc, tout ça, ce sont des éléments. Voilà. Donc, ici, dans cet exemple, j'ai 4 éléments. Donc, on va dire en fait qu'on en a n, hein, mais ici n égale 4, et je vais les numéroter de 1 à n. J'ai 5 nœuds. J'en ai n plus 1, mais en fait, une astuce de programmation, je vais les numéroter de 0 à n. Comme ça, mes boucles vont toujours se terminer à n, que je sois sur les nœuds ou sur les éléments. Et donc, tout ça, effectivement, eh bien, cet ensemble-là de nœuds et d'éléments, ça va me représenter mon nouveau, en fait, domaine oméga. Voilà, tout ça, c'est oméga. Je vous rappelle que les nœuds ne sont pas forcément à équidistance les uns des autres. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et maintenant, on va regarder, alors on va faire les deux, mais on n'aura peut-être pas le temps de faire les deux, je finirai peut-être la prochaine fois. On va faire cette fois-ci ce qu'on appelle en premier une approximation linéaire par morceau de type P1. Donc, on va chercher, là je reprends la terminologie du TD, il se trouve que dans la terminologie du TD, vous n'avez pas U de X à chercher, mais on cherche en fait une fonction qui s'appelle P de X. Donc ça, c'est la fonction exacte hein, sur le domaine oméga. Et notre domaine, en fait, notre espace vectoriel de solution approchée, eh bien, cette solution-là, c'est comme tout à l'heure, je vais l'appeler PH de X, en fait. Et celle-là est égale à mon espace vectoriel, donc, qui est inclus dans V. Donc ça veut dire que, grosso modo, par rapport à ce que je viens de vous dessiner, là, je reprends ici mon domaine. Donc, on va prendre notre x0 ici. Je reprends à peu près les mêmes tailles. x2, x3 et x4 ici. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir représenter ma fonction p de x que je cherche. Et par exemple, cette fonction, eh bien, elle va faire un truc, je ne sais pas, comme ça. Voilà, hop. Voilà, ça, c'est ma fonction p de x que je cherche. Vous voyez qu'elle est plus complexe, effectivement, qu'une simple fonction continue, bien gentille, type parabole ou type sinus. Donc, du coup, je vais l'approcher, en fait, par morceaux. Alors, je vais ici projeter pour chaque nœud la valeur, je vais essayer de trouver la valeur de P de X. Et cette valeur de P de X, je vais l'appeler ici, donc c'est PH de X0. On va mettre X0 ici. Ça, cette valeur-là, ça va être PH de X1, PH de X2, PH de X3 et PH de X4. Si j'arrivais à complètement interpoler ma fonction, à trouver ma solution par morceau serait comme ça. Alors pour l'instant, ça peut vous paraître aberrant parce que j'ai dessiné PH de X, je l'ai dessiné en vert en fait, enfin P de X, pardon, je l'ai dessiné en vert, donc je connais la solution exacte puisque je l'ai dessinée. Et là, je montre ce que serait la solution que j'arriverais à trouver une fois que j'ai résolu mon problème avec la méthode des éléments finis en vert, mais sauf que je l'aurais approximé sur mon espace discret. Alors, de la même façon, donc vous reconnaissez, hein, ici j'ai toujours, donc là je suis sur l'élément 1, l'élément 2, le 3 et le 4. Voilà, donc une fois que j'ai ça, en fait ici, oméga, c'est l'intervalle
qui va de x0 à x4. Donc ici, en fait, si vous regardez bien, c'est comme si je considérais que j'ai n égale 4 ici. Alors, si vous regardez bien, tout ce qui s'appelle pH de xi, quel que soit le i, en fait, eh bien, ce sont les inconnus de mon problème à résoudre. Les inconnus du problème à résoudre. C'est l'équivalent de tout à l'heure, c'est-à-dire les UI. Hein. Et donc ça, ce sont les degrés de liberté. Tous les pH de xi sont les degrés de liberté. Comme vous aviez tout à l'heure U0, U1, U2 dans l'expression de UH de x qui valait U0 plus U1x plus U2 de x carré pour la base libre 1x, x carré. Donc, en fait, les pH, si vous reprenez ce que vous avez appris sur les approximations par les moindres carrés, les pH de xi, eh bien, sont les composantes de pH de x dans une base qu'on note phi i de x. OK. Donc, ça veut dire que mon pH de x, ma fonction que je cherche dans mon espace vectoriel d'approximation, pH de x, c'est finalement ni plus ni moins que la somme pour i égale 0 à n. Donc là, je suis en train de décompter le nombre de nœuds, finalement, de mon domaine, des pH de xi fois phi i de x. Donc ça, c'est ce que vous avez toujours vu. Donc les phi i de x, c'est une famille libre qui peut engendrer v de h. Engendrer v de h. Alors là, je voudrais quand même insister sur un point qui peut vous paraître très simple, hein, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Le x est une valeur qui peut bouger en fait entre x0 et x4. Vous voyez le x qui est là, comme le x qui est là. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce xi là, que j'ai mis d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, avec un i en haut, en fait, il est en bas. Je le remets en bas, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce xi là. Ce xi là, il est fixé en fait. Ce xi là, il dépend de la façon dont j'ai découpé mon domaine. Donc faites bien attention à ça en fait, parce qu'au départ, on peut vite avoir une petite confusion. Alors, là où on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant, c'est que, d'après ce que je vous ai raconté, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les phi i de x, en fait, ils sont discrets, ce sont des fonctions discrètes. Et elles sont linéaires, parce que je suis dans une approximation de type P1. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là aussi, c'est de se représenter ce que sont ces fonctions-là. Donc, ces fonctions-là, il faut qu'elles m'engendrent tout l'espace. Donc, ça veut dire que, entre autres, il faut que quand je fais le produit scalaire de phi i de x avec une autre fonction phi j de x pour j différent de i, bah, il faut que ça donne 0. Et si je fais le produit scalaire de phi de i de x par phi de i de x, bah, ça doit me donner 1. Parce qu'en plus, tant qu'à faire, je vais prendre des fonctions qui sont normées. Alors, les fonctions, je vais les représenter pour les 4 nœuds, pour les 5 nœuds, pardon, je vais les représenter pour les 5 nœuds, ceux qui vont de x0 à x4, et je vais vous les représenter non pas les unes sur les autres, parce que c'est ce qu'il faudrait faire normalement, mais je vais les découpler. Donc ces fonctions-là, je vais les représenter ici. Donc là, je vais mettre toutes mes fonctions phi. Je vais par exemple commencer par dessiner. On va dessiner, allez hop, on y va. Toc, et on va dessiner par exemple phi 0. Donc phi 0,
on va dire que ça, c'est pas terrible. Je recommence ça. Hop. Voilà. Hop là. Et ça, on va dire que c'est 1. Donc, ce phi 0, il va falloir que je le dessine. Alors, attendez, je vais faire toutes mes fonctions. Là, je vais dessiner phi 1 ici. Là, je vais dessiner phi 2. Au mieux que je fasse comme ça, parce que sinon, je vais me planter. Phi 3. Et il me manque phi 4. Donc, on va dessiner ici phi 4. OK. Et il me manque un dernier axe qui est ici. Parce que toutes ces fonctions-là, je vais les représenter en fonction de x. Donc ici, je retrouve en fait sur la dernière ligne là, je vais retrouver ce que j'avais là-haut. Donc j'ai mon x0 qui est là. Ensuite, ici, je vais avoir x1. Là, je vais avoir x2. Là, j'ai x3. Et là, par exemple, on va s'arrêter là, j'ai le x4. OK. Donc, à chaque fois, je vais avoir besoin, effectivement, de faire des tracés. Donc, je vais prendre une couleur un peu pâle, là. Donc, pour pouvoir tracer ce que vaut x1, ce que vaut x2, ce que vaut x3 et ce que vaut ma fonction pour x4. OK, première fonction, c'est phi de 0. On va la faire en bleu. Phi de 0, voilà, est en bleu. Donc, c'est une fonction qui va valoir 1 pour le nœud 0, c'est-à-dire x0, et qui vaudra 0 partout ailleurs. Donc, je la trace, elle est linéaire. C'est dégoûtant ce que je viens de faire, je recommence. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle est arrivée au nœud 1, eh bien, hop, cette fonction, elle vaut 0. Ça, c'est phi de 0. Ce qui veut dire que si, par exemple, je cherche à trouver la valeur de mon pH de x en 0, eh bien, je vais directement trouver 1 fois pH de xi. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ensuite, phi de 1. Alors, phi de 1, elle doit valoir 0 donc, quand je suis sur x égale x0, et elle doit valoir 1 quand je suis sur x égale x1. Donc, tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle doit forcément passer par ce point-là, qui est le point en fait où j'ai 1. Je vais le mettre aussi ici, ce point-là. Voilà, ça c'est le point où j'ai 1. Je l'avais mis là, c'était plus simple. Donc, je vais toujours à peu près le mettre là pour que ce soit à peu près lisible pour chacune des 4 fonctions. Donc, ici, si je veux tracer ma fonction, elle va être linéaire jusque-là. Elle part de 0 et elle est linéaire pour arriver à 1, x égale x1. Et ensuite, elle va faire comme l'autre, elle va décroître pour arriver ici. Et après, tout le reste, elle va être nulle. Ça va pour tout le monde là? Bon, vous faites ça pour toutes les autres. Donc là, ça devient assez facile après. Donc celle-ci, alors si mon 1 par exemple est ici, eh bien, elle va valoir 0 ici. Ensuite, elle va valoir 1 ici. Elle retourne à 0. Et elle est égale à 0 pour la suite du maillage. On continue. Tiens, elle n'a pas fait le truc comme il faut là. Hop là. Ah zut. Ah oui, en fait, comme j'avais. Ok, il m'avait fait une. Voilà, c'est de plus en plus dégoûtant ce que je fais là. Voilà, c'est vachement dur de se retrouver au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est mon phi 2. Ça, c'est mon phi 2 qui était en vert. Ça, c'était mon phi 1 qui était en rouge. Et puis, là, j'ai plus de couleur, donc je vais recommencer en bleu. Donc le phi 3, bon, vous avez compris le principe. Donc le phi 3, eh bien, il va arriver ici
à 1 ici. Voilà. Là, il va retomber à 0. Et c'est tout. Puisqu'en fait, après, derrière, j'ai plus rien. J'aurais dû m'arrêter aussi pour les autres, hein, d'ailleurs. Et puis ici, il va partir de 0 et il va aller jusque là. Voilà, ça c'est mon Φ3. Et le dernier, c'est Φ4. Donc Φ4, eh bien, il va partir de 0 ici, il va aller jusqu'à 1 là, et tout le reste ici, Φ4, il va être égal à 0. Voilà, donc vous voyez que ma famille ici est très très particulière, hein, puisque je n'ai que des fonctions discrètes. Alors il y a quand même quelque chose qui est important à retenir dans ces fonctions. Si imaginez pour un x donné, allez, on va prendre par exemple celui-ci. Bougez pas, on va changer de couleur. On va prendre comme ça. Donc on va prendre un x par exemple ici. Voilà. Donc là, j'ai un x particulier, un x donné, je vais l'appeler comme ça, x donné. Et donc, pour ce x donné, eh bien, vous pouvez regarder, donc, si vous additionnez la valeur prise par Φ4, plus la valeur prise par Φ3, plus la valeur prise par Φ2, plus la valeur prise par Φ1 et la valeur prise par Φ0, ça fait quoi? Vous voyez graphiquement à peu près là. Ça fait 1. Ça fait 1. Si vous faites la somme en fait pour i égale 0 à n des phi i de x, ça fait toujours 1, quel que soit le x. Ça, c'est ce qu'on appelle la partition d'unité. Donc ça, c'est une caractéristique de ces fonctions, c'est des partitions d'unité. Je vous rappelle que toujours là, hein, j'ai ce qu'on appelle un élément là, hein, à chaque fois. Alors, c'est important que je vous le dessine, ça, parce que si vous voyez bien, pour un élément, je vais avoir en réalité non pas une fonction, hein, mais je vais avoir la superposition de toutes ces fonctions. Donc, vous voyez que par exemple, pour l'élément que je viens de dessiner ici, qui est l'élément numéro 2, là, eh bien, il est traversé par la fonction de forme Φ2, mais aussi par la fonction de forme Φ1. Voilà, ça on y reviendra, mais effectivement, c'est quelque chose qui va nous être utile. Autre chose, vous pouvez constater, si je reprends donc la notation des xi, que systématiquement, si vous prenez phi de i et que vous le calculez en xj, eh bien ça vaut toujours delta ij. Ça revient à dire qu'on a la partition de l'unité. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple Φ4 qui est ici, mais que je la prends en x2, eh bien le résultat, c'est 0. Ben oui, parce que ça fait delta 4,2, donc ça fait 0. Si je prends Φ4 en x4, ça fait delta 4,4, ça fait 1. Effectivement, je vois bien que j'ai 1 ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent pas très claires là? Tout va bien? OK. Donc, ce que vous voyez aussi, et maintenant, on voit autre chose. On voit, c'est ce que je voulais dessiner en dessinant mon élément, que chaque élément est traversé par deux fonctions de forme. Deux fonctions, pardon, de la base. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vu qu'on a vu graphiquement comment devaient être ces fonctions, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les écrire algébriquement pour chaque élément. Donc, je vais vous donner la définition de ces fonctions polynomiales d'ordre 1, donc des éléments P1. Donc, la définition formelle, en fait, de phi i de x. Donc, pour chaque élément, ce qu'on appelle un élément, en fait, hein, c'est un élément, c'est un morceau du domaine. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un sous-domaine de oméga. Un élément, c'est un sous-domaine de oméga. Eh bien, ce sous-domaine, il va être compris entre xi
et xi plus 1. Donc, si i égale 0, il va être compris entre x0 et x1. Si i égale 3, il va être compris entre x3 et x4, par exemple. Donc ici, comme je vous l'ai dit, donc, on l'a vu avant, on voit que chaque élément est traversé par deux fonctions de la base. Et donc, du coup, il va falloir que je définisse pour chaque élément, en fait, deux fonctions. Donc, ma fonction phi de x, là, donc, ça peut, si vous voulez vous servir d'exemple, vous pouvez prendre par exemple phi3, hein, voilà, si vous voulez voir un petit peu comment ça marche. Eh bien, elle va être définie comme cela. Ça va être xi plus 1 moins x, le tout divisé par xi plus 1 moins xi. Alors, vous pouvez vérifier. Si vous êtes donc dans ce domaine-là, xi plus 1, il faudrait que je rajoute si x est élément du sous-domaine qui représente l'élément. Hein. Alors, elle est égale à ça, et elle est égale, sinon, à 0 si x n'est pas inclus dans le sous-domaine de l'élément. Donc, on va avoir autant de fonctions qu'on a de nœuds, finalement, au niveau des éléments. Alors, l'élément, je vous ai dit, est traversé par deux fonctions. Et la deuxième fonction, on va l'appeler phi plus 1 de x. Et celle-ci, elle vaut, alors, la phi je vous montre par exemple sur phi 3 où elle est. Hein, elle est là. C'est celle-ci, là, c'est celle qui monte là. Ça, c'est la phi de x. Bon, on voit que c'est simplement une droite. Hein. Et là, en fait, celle-ci, là, eh bien, ça, c'est la phi plus 1 de x. Et là, c'est une droite qui descend. On a une fonction décroissante. Et là, elle vaut simplement x moins xi divisé par xi plus 1 moins xi. Donc, c'est là où il faut faire très, très attention parce qu'on pourrait très vite commencer à avoir des doutes. Hein. On n'a ici qu'une variable, hein, elle est là. Les autres ne sont pas des variables, ce sont des données du problème puisque ce sont les maillages. C'est les nœuds du maillage et les nœuds du maillage, c'est l'utilisateur en fait qui fait le maillage. C'est lui qui fait la découpe. Hein. Le maillage ne fait pas partie des inconnus, il fait partie des connus. Donc, tous les xi sont connus en fait. Hein. OK, donc ce que vous pouvez constater déjà, sur mon exemple qui est là, eh bien, chacune de mes fonctions que j'ai appelées phi et phi plus 1, ben, en fonction de l'élément sur lequel je me trouve, ce n'est pas les mêmes. Donc ça, ce n'est pas super pratique en fait. Hein. Si on veut commencer à faire des calculs, ça va commencer à devenir assez complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour simplifier les calculs, on va passer dans un autre espace. On va simplement faire un changement de variable. Un changement de variable qui va nous permettre en fait de passer dans un espace où toutes les fonctions en fait vont être identiques. Donc les fonctions qu'on a ici, donc ce qu'on a, alors je vous donne déjà un petit peu leur nom, ça s'appelle des fonctions de forme. Donc je vais souvent, ma langue va peut-être fourcher, je vais souvent dire que c'est des fonctions de forme. Donc ces fonctions de forme en fait, eh bien, qui sont dans ce nouvel espace, on va les appeler pour les distinguer des autres, phi chapeau de i. Et comme on a fait un changement de variable pour aller dans ce nouvel espace, la nouvelle variable va s'appeler x chapeau. Et donc, on va avoir ces fonctions phi chapeau de x chapeau, eh bien, vont être identiques pour tous les éléments. C'est l'avantage. Et du coup, ça va simplifier grandement nos calculs. Alors, l'élément en question, l'élément sur lequel on va avoir ces fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque élément qui va, en fait, qui est quelconque, le faire correspondre avec ce qu'on appelle un élément de référence de cet espace-là. OK. Donc, le passage de l'élément de référence à l'élément dit réel, ici j'aurais dû dire que c'est l'élément réel, c'est celui que vous voyez là-bas, eh bien, va se faire par une fonction. La fonction en question, la fonction de passage,
c'est simplement ma fonction de changement de variable, hein. On va l'appeler taux. Elle s'appelle taux de x chapeau. Et on a x qui est égal à taux de x chapeau. Voilà. Alors, si je vous fais ça maintenant d'un point de vue purement dessin, je vais reprendre, par exemple, mon élément 2, là, qui était là, et je vais représenter sur le même graphe, cette fois-ci, les deux fonctions qui sont non nulles, c'est-à-dire phi1 et phi2. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon axe des x, là, comme ça. C'est mon axe des EX, voilà. Je vais avoir donc mon premier nœud xi, là. Alors, je ne le généralise pas, enfin, je ne le particularise pas à l'élément 2. Hein. Ça peut être vu pour n'importe quel autre élément, donc xi plus 1. Ici, je vais prendre ensuite, si vous regardez bien, lorsque sur cette variable-là, ouais, donc ici, je vais avoir mon origine de x qui va être prise, par exemple, peu importe, on ne sait pas, on s'en fiche. Et donc ici, je vais avoir la valeur 1, ici. Voilà, hop, là, tac, là, tac, ok. Donc là, ma fonction que j'avais tracée là-haut, qui était décroissante sur phi2, elle était en rouge. Donc je vais la retracer, elle est là. Elle part de 1 et elle va jusqu'à 0. Voilà, et l'autre fonction, ça c'était, alors cette fonction-là, c'était phi i de x. Voilà, et puis l'autre fonction, elle était en vert, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, je vais de là à là. Et ça, c'est phi i plus 1 de x. Donc là, je suis ce qu'on appelle sur l'élément réel. Ça, c'est l'élément réel. OK. Donc cet élément réel, eh bien, je vais lui faire correspondre un élément de référence. Et cet élément de référence, je vais être donc non plus dans EX, mais dans EX chapeau, là. Voilà. Donc je suis dans un autre domaine et je vais faire correspondre mes abscisses à plus 1 et moins 1 de mon élément de référence. Donc là, bien sûr, tout ça, c'est toujours égal à 1, en fait, cette chose-là. Hein. C'était la valeur ici, ça c'est 1. Et donc, je vais pouvoir tracer mon élément de référence. Là, c'est juste des reports, en fait, hein, de mes lignes. Et mes éléments de référence, ils vont être comme ça. Voilà, mes fonctions de forme phi chapeau. Ça, c'est ce que je vais appeler phi chapeau de 0 de x chapeau. Et l'autre va être comme ça. Et là, j'ai phi 1 chapeau de x chapeau. Est-ce que vous avez bien compris pourquoi ici, je n'ai pas mis phi i chapeau de x chapeau et phi i plus 1 de chapeau de x chapeau? Est-ce que vous avez bien compris pourquoi j'ai fait ça? Pas de réponse, ça veut dire oui ou ça veut dire non? Moi, j'ai pas tout compris là. Creuse un peu, s'il te plaît, pour que je puisse expliquer mieux. Je voudrais, en fait, si vous pouviez me poser des questions, si vous n'avez pas compris, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas si facile que ça. Mais par contre, s'il vous plaît, posez-moi des questions. Mais en fait, vous partez, quand vous dites votre élément réel devient votre élément de référence, vous vous basez sur les phi i de x. Et après, votre fonction de passage, en fait, je ne comprends pas pourquoi ouais, phi 0 de x et phi 1. Enfin, j'arrive pas à voir le truc. Alors, bon, déjà, je réponds à ma première question que j'ai posée là. Pourquoi est-ce que j'ai des 0 et des 1 et pas des i et des i plus 1? Parce que ça, je ne sais pas si tu l'as compris en fait, ou si vous l'avez compris tous. Bah, du coup, non, en fait, c'est ça, je pense. Bon, ok. Donc ici, pourquoi j'ai mis phi i et phi i plus 1? Parce que je vous ai dit, chaque fonction, et on le voit sur le dessin qui est là-haut, hein, chaque fonction est différente les unes des autres. Il n'y en a pas une pareille. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'écartement entre mes xi. Dans ma fonction, en fait, si vous regardez bien, hein, j'ai le xi plus 1 et le xi qui intervient. Donc, si cet écart n'est pas le même, je n'ai pas la même fonction. Alors que dans mon élément de référence, eh bien, j'aurai toujours la même fonction. Toujours les deux mêmes fonctions. Donc, c'est pour ça que je me suis contenté de les appeler phi 0 et phi 1. Parce
parce que j'aurai toujours ces deux mêmes fonctions. Ça va? Mieux ou… Ouais, d'accord. Ok, je vois. Vous voyez le truc? Donc, du coup, après, comme ce sont des fonctions qui vont me servir à faire l'interpolation, bah, je peux les utiliser pour faire ce qu'on appelle le mapping. Le mapping, hein, c'est tout simplement le passage d'un espace à l'autre. Donc, mon mapping, c'est que x, c'est égal à taux de x chapeau. Donc, x, il va varier entre xi et xi plus 1, alors que x chapeau va varier entre moins 1 et 1. Et donc, ce x-là, eh bien, il va valoir xi fois phi0 chapeau de x chapeau, plus xi plus 1, phi chapeau de 1 de x chapeau. Ça, en fait, bah, ça paraît totalement évident, hein. Regardez, je prends par exemple, on va prendre un exemple simple, on va prendre x chapeau égale 1. Donc, vous regardez ce graphe-là. J'ai x chapeau égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai phi de 0 qui vaut 0. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, x va valoir xi fois phi de 0 qui vaut 0 en ce point-là. Je suis ici, en fait. Plus xi plus 1, phi 1 de plus 1, chapeau, qui vaut 1. Donc là, j'ai x qui vaut xi plus 1. Si je me place en x chapeau égale 1, ça va me donner la valeur xi plus 1 pour x. C'est mon changement de variable, en fait. Si vous voulez l'écrire de manière formelle, c'est-à-dire en identifiant ce que sont phi0 chapeau et phi1 chapeau, ben en fait, vous avez x qui vaut xi fois 1 demi de 1 moins x chapeau, voilà, plus xi plus 1, facteur de 1 demi de 1 plus x chapeau. C'est simplement la traduction algébrique de mon petit dessin qui est là-haut. Là, vous reconnaissez en fait ça, c'est la fonction phi0 chapeau de x chapeau. Et ça, c'est la fonction phi1 de x chapeau, phi1 chapeau pardon, de x chapeau. Donc, vous pouvez vérifier ce que je viens de vous raconter. Hein. Par exemple, vous prenez encore une fois x chapeau égale 1, et bien vous allez trouver que x va être égal à 1 demi de 1 plus 1. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Il va être égal à xi plus 1. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ah, monsieur, moi, j'ai pas bien compris la différence entre phi chapeau et phi. Je sais que c'est deux éléments de référence, mais je vois pas à quoi ça nous. C'est des fonctions qui ne sont pas définies dans le même espace. Tu vois, il y a la fonction de phi en fait est définie dans l'espace des éléments réels, alors que la fonction phi chapeau 0 et phi chapeau 1, en fait, elles sont définies dans un espace borné moins 1, 1. Ce n'est pas le même espace, c'est tout. Okay. On va se ramener systématiquement à un élément de référence pour faire tous nos calculs. Alors, ça, c'est le mapping qui va dans un sens, mais vous pouvez faire le mapping inverse. Mais en fait, c'est des trucs que vous connaissez, hein, sauf que je l'explique peut-être mal, hein, mais on est simplement en train de faire un changement de variable sur des fonctions. Hein. C'est tout. Hein. Et on essaye de se ramener, on fait un changement de variable pour qu'on se ramène toujours à la même fonction. En fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est que c'est plus simple pour pouvoir faire ensuite nos calculs. Donc, on peut faire le mapping inverse. Le mapping inverse, en fait, il faut trouver taux moins 1. Donc, en fait, c'est le truc qui vous donne en fait x chapeau en fonction de x. Donc, ce truc-là, en fait, bah, si vous regardez bien, ça doit faire moins 1 fois phi i, le moins 1 étant la coordonnée moins 1 qui est ici, là. Voilà. Plus
plus 1, voilà, fois phi I plus 1 de x. J'ai oublié le 2x ici. Voilà, ça c'est le mapping inverse. Donc, si vous regardez bien, ma fonction de mapping inverse, bah, je peux la calculer. Hein. Du coup, c'est assez simple. Ça fait moins 1 facteur de xi plus 1 moins x sur xi plus 1 moins xi. Ça, c'est phi i. Plus 1 fois x moins xi sur xi plus 1 moins xi. Et ça, c'est mon phi de i plus 1. Et donc, tout calcul fait, vous allez trouver qu'elle vaut 1 sur xi plus 1 moins xi, le tout facteur de 2x moins xi moins xi plus 1. Voilà, ça c'est taux moins 1. C'est taux moins 1 en fonction donc de x. Et ça va me permettre de trouver, par exemple, quand je voudrais faire la correspondance entre un point de mon espace réel vers un point de mon espace d'éléments de référence, bah, j'utiliserai taux moins 1. Donc là, je peux me balader en fait dans les deux sens. Ça va ou pas? On va peut-être reprendre en fait notre exemple en fait de notre fonction pH sur un élément. Alors, on repart de la fonction 1. On repart de pH de x et on va le regarder sur un élément. Donc, on va prendre l'élément qui est compris entre xi et xi plus 1. Comme ça généralise n'importe quel élément. Donc, dans l'espace réel, vous avez compris, dans l'élément réel, vous avez compris que le pH de x dans l'élément, il va être égal à pH de xi. N'oubliez pas, ce pH de xi, en fait, c'est un nombre, hein, ce n'est pas une variable, c'est un nombre. C'est la valeur que prend pH au point du maillage xi, fois phi i de x, ma fonction de forme, plus pH de xi plus 1, fois phi i plus 1 de x. Alors, ce truc-là, en général, on va commencer à le condenser un peu parce que c'est un peu lourd comme écriture. Moi, j'aime bien, en fait, virer le 0, là, qu'on a là, le x plus 0, pardon, le xi plus 0 et le xi plus 1. J'aime bien l'écrire, et c'est comme ça dans notre polycop, je trouve que c'est plutôt bien fait. On va prendre une variable alpha qui varie de 0 à 1, on va faire une somme, et du coup, on va écrire simplement pH de xi plus alpha, phi de i plus alpha x, comme ça fera absolument tout, et c'est terminé. Donc c'est beaucoup plus court. C'est une façon plus condensée d'écrire ce qu'il y a juste là, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre pH de x. Or, ben, vous avez plusieurs choses à voir. Premièrement, vous connaissez votre mapping, donc vous avez x qui est égal à taux de x chapeau. Autre chose, alors ça se démontre, vous pourrez le démontrer, hein, c'est assez simple. Vous pouvez démontrer que phi i de taux de x chapeau, en fait, c'est ni plus ni moins que phi chapeau 0 de x chapeau. Donc ce truc-là, c'est à démontrer. Ça, c'est pas mal comme exercice, vous pouvez démontrer ça. Et puis, de la même façon, vous allez trouver que phi de i plus 1 de taux de x chapeau, là, je suis en train simplement d'écrire phi de x, hein, tout simplement, bah, c'est la même chose que phi 1 chapeau de x chapeau. Pareil, à démontrer. Enfin, si une fois que vous avez fait l'un, l'autre, c'est fini. Donc, si on reprend maintenant notre pH de x, là, et que je remplace avec ce que je viens de trouver là, et ben, en réalité, mon pH de x, ça va être pH de xi, donc ça, c'est mes degrés de liberté, phi 0 chapeau de x chapeau, plus pH de xi plus 1, phi chapeau de 1 de x chapeau. Pareil, en condensé, moi j'aime bien l'écrire comme ça, alpha égale 0 à 1 des pH de xi plus alpha,
phi alpha, du coup, de x alpha. Voilà, donc si je veux pouvoir interpoler finalement, imaginons, un point qui se trouve ici, voilà, on veut interpeller ce point particulier, xp, là, tac, 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 et bien pour trouver la valeur qui m'intéresse, eh bien, j'ai juste à calculer le x chapeau correspondant, utiliser phi de alpha chapeau et multiplier ça par les valeurs au nœud de ma fonction pH. Et c'est tout. Donc, n'oubliez jamais que dans mon problème, ce que je vais chercher, c'est ça. Hein. Ça, c'est les inconnus de mon problème. Hein. Alors, je me répète, hein, mais c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme quand j'avais dans la vidéo sur la poutre pesante, eh bien c'était les U0, U1, U2 qui étaient les inconnus de mon problème ou les degrés de liberté. Bien là, c'est pareil. Les inconnus de mon problème, ce sont les degrés de liberté que j'ai appelés ici pH de xi alpha. Voilà. OK, donc ça, c'est la façon dont on va travailler. On va travailler sur cet élément de référence systématiquement. Alors peut-être que ça va se... Je vais vous donner un petit algorithme pour vous montrer comment je pourrais, par exemple, tracer la fonction. La fonction pH de x, comment est-ce que je peux la tracer? Donc ça, c'est un exemple. Hein. Voilà, je vais vous écrire le petit programme pour tracer cette fonction. Ce pH de x. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Avant de décrire le programme, je vais vous dire ce qu'on va faire en fait. Il faut boucler sur les éléments. Donc, on va faire une boucle sur les éléments. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir en fait faire une boucle, puis faire une boucle qui sera toujours la même, quels que soient les éléments, pour un x chapeau, élément de l'intervalle -1, 1. Et on fera la même chose pour tous les éléments. Donc, c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. Donc, on y va. Donc, la première chose à faire, eh bien, c'est de faire la boucle sur les éléments. Donc, on y va. Donc, on va faire pour i égale 0 à n-1. J'ai n-1 éléments. Si j'ai, je ne sais plus ce que j'avais mis, le nombre d'éléments, c'était quoi? 0 à n, en fait. Non, c'est 0 à n. Hein. Ouais, je me suis trompé. C'est plutôt 0 à n si je veux reprendre la codification. Non, pardon. Les éléments, ils vont bien de 0 à n-1. Non, c'est juste. Simplement que mes éléments, je ne les ai pas notés de 0 à n-1, je les ai notés de 1 à n. Bon, voilà. Ce n'est pas très grave. Donc, une fois que j'ai fait cette boucle sur mes éléments, je vais faire une boucle sur x chapeau, que je vais faire varier de -1 à 1 par exemple, de 0 à 1. Donc, ça va me faire -1, ensuite -0,9, ensuite moins, etc., jusqu'à 1. Et à l'intérieur de cette boucle, je vais calculer mon x. Ça, c'est important pour pouvoir tracer ma fonction. Il faut que je sache sur quelle abscisse je me trouve. L'abscisse sur laquelle je me trouve, ça va être xi. Donc, c'est pour ça en fait, que j'ai fait démarrer à 0. C'est pour que ça soit en fait l'indice. C'est bien le numéro, la boucle sur les éléments, hein, ça. Mais je l'ai fait démarrer à 0 pour que ça corresponde en fait au premier nœud de l'élément. C'est pour ça que j'ai mis 0 à n-1. Donc, en fait, le x là, il va être égal à xi phi 0 chapeau de mon x chapeau qui est en train de varier de -1 à 1 par pas de 0, 1, plus xi plus 1, phi 1 chapeau. Bon, j'aurais pu faire une troisième boucle sur alpha, mais je ne veux pas vous compliquer le programme. Voilà, donc là, j'ai tout mis d'un seul coup, de x chapeau. Voilà. Et une fois que j'ai mon x là, eh bien, je peux calculer mon pH de x, je le calcule, et il vaut quoi? Eh bien, il vaut tout simplement pH de xi fois phi chapeau
de x chapeau, phi 0 chapeau de x chapeau, plus pH de xi plus 1 fois phi chapeau de 1 de x chapeau. Fin de ma boucle sur les x chapeau, fin de ma boucle sur les éléments, et là, automatiquement, alors je ne l'ai pas mis, hein, mais si on va faire par exemple un point de coordonnées x et pH de x, et donc sur ma courbe, ce programme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Il va reprendre donc mon domaine, donc x0, x1, x2, x3, x4. Il va balayer l'élément 1, le premier, ce que j'ai appelé l'élément 1, il va être pour le i égale 0. Et il va chercher donc le premier point qui correspond donc à moins 1, c'est-à-dire xi. Donc je vais me retrouver là, et il va me tracer ce point-là. Ensuite, il va me tracer un point à 0,1 plus loin, ce point-là. Alors, il n'est pas à 0,1 en fait dans l'espace réel, il est à 0,1 ce point dans l'espace de référence qui est entre moins 1 et 1. Donc, ça ne représente pas forcément 0,1 ici, hein, l'écart que je viens de tracer. Et puis là, voilà, etc. Et de proche en proche, ben, vous allez obtenir ici. Donc, ça, c'est la valeur pH de x1. Et ça, c'est la valeur de pH de x0, qui sont en fait mes degrés de liberté. Voilà comment je vais pouvoir faire mon tracé. Donc, chaque fois qu'on aura besoin de la fonction, eh bien, on va l'écrire comme ça. C'est-à-dire, on va aller la regarder en fonction de la position par rapport à l'élément de référence et en fonction des fonctions de référence, des fonctions de forme de l'élément de référence. Alors, ces choses-là, là, elles sont précalculées en fait, hein. Elles sont précalculées, elles sont précalculées dans le programme, hein. C'est-à-dire que vous les définissez, bien sûr, avant de faire votre boucle. Vous les définissez avec la définition qu'il y a là. Où est-ce qu'elles sont? Mes phi 0, elles sont là. Elles sont définies ici, mes deux fonctions. J'ai phi 0 de x chapeau et phi 1 de x chapeau. Donc ça, en fait, elles sont prédéfinies dans votre programme. Je vous encourage vraiment à faire ce petit exercice-là. Vous essayez, en fait, de faire un tracé d'une fonction uniquement en fonction des points. Alors, vous vous donnez les pH de x0, x1, x2, etc. Et ensuite, vous faites tracer votre fonction avec cette technique-là. Ça, je vous encourage à le faire. Ce n'est pas très compliqué à faire sur Excel ou sur MATLAB. Et derrière, vous pouvez faire ce tracé directement là. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est simplement une interpolation par linéaire par morceau en fait, d'une fonction. C'est tout, hein. Il n'y a rien de plus compliqué. La seule difficulté qu'on avait, c'est qu'on était sur un maillage qui est dit irrégulier. Et donc, cette technique-là nous permet de nous affranchir de l'irrégularité du maillage. Voilà, c'est simplement ça. Chose qu'on ne peut pas faire quand, par exemple, on est en différence finie. En différence finie, en fait, notre maillage doit être régulier quand on veut résoudre notre problème. La méthode des éléments finis, c'est beaucoup plus sympathique parce que vous pouvez avoir un maillage totalement irrégulier. Donc, vous pouvez l'adapter, par exemple, et le raffiner à des endroits qui vous intéressent plus que d'autres. Si, par exemple, imaginez que ici, là, vous vouliez une valeur très précise de votre fonction pH de x, eh bien, à ce moment-là, vous allez rajouter des nœuds intermédiaires ici, 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 et ça va vous permettre d'être encore plus précis au niveau de la valeur de votre fonction pH de x sur ce point-là. OK. Ensuite, si vous voulez, ce qui va être intéressant aussi, si on veut dériver la fonction. Eh bien, on va utiliser la même technique. On va dire que la dérivée partielle, par exemple, de pH de x par rapport à x, c'est ni plus ni moins que la dérivée partielle de pH par rapport à x, mais par rapport à x chapeau, fois la dérivée de x chapeau par rapport à x. Donc, si vous regardez bien ce truc-là, eh bien, ça va être quoi? Ça va être la somme pour alpha égale 0 à 1 de pH de xi plus alpha, de la dérivée de ma fonction de forme phi chapeau de alpha
de x chapeau. Et là, il faut que je remette le d de x chapeau sur dx. En fait, si vous regardez bien, ça c'est taux, en fait. C'est la dérivée de taux, mais moins 1. Donc, c'est d, si je le fais en moins 1, ça fait d de x sur d de x chapeau. Et ça, c'est ni plus ni moins que taux, ça. C'est la dérivée de taux de x chapeau sur d de x chapeau moins 1. Entre autres, si vous la calculez dans l'exemple que je vous ai donné, vous allez trouver qu'elle vaut cette dérivée 2 divisé par xi plus 1 moins xi. Voilà, donc du coup, on va pouvoir utiliser cet élément de référence aussi pour calculer nos dérivées de notre fonction sur l'élément qui nous intéresse. On pourrait aussi avoir envie d'intégrer en fait une quantité sur l'élément. Donc là, ce n'est pas forcément ma fonction pH, mais je veux peut-être intégrer autre chose. Donc si on veut intégrer sur l'élément, par exemple, ça va être, on va faire une intégrale sur l'élément de xi à xi plus 1, une quantité f de x dx. Là, on va faire la même chose, en fait. On va faire l'intégrale, finalement. C'est un changement de variable, donc il n'y a rien de très compliqué. On va faire l'intégrale de moins 1 plus 1 sur notre nouveau domaine. Donc, de f de taux de x chapeau, c'est-à-dire f de x, d de x sur d de x chapeau, ça c'est le jacobien, et là, dx chapeau. Donc, c'est simplement un changement de variable. Et en fait, ça, vous avez reconnu. Ça, c'est directement, cette fois-ci, ce n'est pas moins 1, c'est d taux de x chapeau sur dx. Et ça, dans l'exemple en question, ça vaut xi plus 1 moins xi sur 2. C'est l'inverse de l'autre. Voilà. Alors, si ensuite on veut intégrer, imaginez qu'on va calculer par exemple une énergie sur notre domaine. Et donc, on pourrait très bien avoir, si on veut intégrer cette quantité-là, cette fonction, sur tout le domaine, ça c'est ce qu'on va faire très souvent. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça veut dire, pour mon exemple, je vais intégrer de x0 à xn, par exemple, ma quantité f de x, là. Eh bien, on va faire en réalité une somme sur les éléments. Ça, c'est ma somme sur les éléments. Et on va faire quoi? Dedans, on va mettre notre intégrale pour chaque élément. En fait, on va décomposer notre intégrale en autant de sous-intégrales qu'on a d'éléments. Voilà. Et à la fin, bien sûr, on va utiliser ce qu'on a vu juste au-dessus. Donc, ça va revenir à la somme pour i égale 0 à n moins 1, mon nombre d'éléments, de l'intégrale de moins 1 à plus 1. De quoi? De ce grand F de taux de x chapeau, facteur de, ici pour l'exemple, ça fait xi plus 1 moins xi sur 2, d de x chapeau. Voilà. Et donc ça nous permettra par exemple de faire une intégrale sur tous les domaines. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de là, on a une boîte à outils. Une boîte à outils pour résoudre notre problème sur le domaine. C'est-à-dire qu'une boîte à outils qui va servir pour résoudre le problème en question, c'est-à-dire finalement pour programmer, parce que c'est le but, la formulation faible. Voilà, ça c'est vraiment notre but. Alors, sauf que pour la suite, eh bien, il faut que j'allège un petit peu les écritures. Donc, on va simplifier les écritures pour la suite parce que sinon, c'est un peu trop lourd à porter. Simplifier les écritures qui va consister à dire que, par exemple, chaque fois qu'on va voir marqué pH de xi, ce qui est un peu lourd comme écriture, ça, on va l'appeler PI. Donc, on va faire tomber le xi, on va faire tomber le h, et ça, c'est PI. Ce sont les degrés de liberté au nœud i.
degré de liberté au nœud I. Alors, ces degrés de liberté, ça peut être des déplacements, ça peut être des températures, voilà, ça peut être plein de choses différentes, des vitesses. Ça, c'est les degrés de liberté donc, de notre problème. Donc, du coup, si on regarde bien, ça veut dire que sur notre élément de référence, par exemple, notre écriture va faire que le pH de x, on va l'écrire simplement somme pour alpha égale 0 à 1 des pi plus alpha, des phi alpha chapeau de x chapeau, avec x chapeau qui est compris dans l'intervalle -1, 1. Et puis, si vous voulez l'écrire sur… Ça, c'est sur l'élément de référence. C'est une écriture sur l'élément de référence. Et si vous voulez les écrire sur les éléments réels, eh bien, c'est la même chose, c'est la somme de 1, mais sauf que vous avez toujours P de i plus alpha, sauf qu'ici, vous avez les fonctions de forme dans l'espace réel. Donc, i plus alpha de x, tout simplement. Et cette fois-ci, vous avez x qui est élément, cette fois-ci, de xi plus 1. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on a toujours, en fait, si on regarde à l'intérieur en fait, de notre domaine total, si on voulait avoir tout notre domaine parcouru, parce que là, je suis que sur l'élément xi plus 1. Donc, en fait, pour parcourir tout oméga donc, qui est entre x0 et x4, eh bien, la seule chose que j'ai à écrire finalement, pour avoir mon pH de xix en tout point, c'est tout simplement la somme pour i égale 0 à n des pi phi i de x. Voilà. Donc là, si vous faites ça, vous retrouvez effectivement la valeur en tout point de votre fonction sur votre domaine. Alors, la formulation faible qu'on avait tout à l'heure, c'était trouver pH élément de KH. Alors, il faudrait que je l'écrive un peu mieux, c'est pH de X, si je veux le reprendre ici. Donc, notre espace de solution discret, tel que A de pH VH égale L de VH, quel que soit VH, élément de V0. Voilà. Et donc, avec le travail que j'ai fait avant, eh bien, on va pouvoir transformer cette forme faible pour obtenir ce qu'on veut. C'est 17h46, mais si vous me laissez 10 minutes, je peux finir une partie pour que ça soit à peu près cohérent, sinon ça va être un petit peu dur de tout reprendre. Qu'est-ce que vous préférez? Sinon, on s'arrête maintenant, c'est comme vous voulez. Mais il me faut 10 minutes, quoi, grosso modo. Je vous écoute. Donc, soit vous n'êtes plus là, soit ça veut dire que… je ne sais pas. Non, on est là, mais il n'y a pas une seule personne qui peut décider pour… Non, mais donnez votre avis. Vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez parler. Quitte à, si c'est plus cohérent de finir, autant finir, je pense. Ouais, autant finir. Ouais, pour 10 minutes. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, si vous voulez partir, vous partez. Mais moi, je pense qu'il vaut quand même mieux finir, parce qu'on n'est plus très loin de la fin, là, en fait. Donc, enfin, la fin, disons que la mise en forme du problème. OK. Donc, ce truc-là que je viens d'écrire, eh bien, je vais pouvoir le traduire, en fait, avec mes fonctions de forme. Donc, mon problème de formulation faible qui est là, je vais pouvoir le réécrire. Donc, on y va, on le réécrit. Donc, ça, c'est ce que j'ai appelé l'équation 2. Voilà, cette équation 2-là, si je la réécris avec ce que je viens de vous dire juste avant, on remplace simplement A, qui est la somme pour i égale 0 au nombre de nœuds des pi phi i de x. Et le deuxième terme, c'est la somme pour… Alors, je ne peux pas mettre le même indice parce que ce n'est pas la même fonction. De j égale 0 à n des vj phi j
de x. Ça, c'est pour la partie A. Et puis, le deuxième terme, c'est L. Et le V de H, je le mets ce qu'il vaut. Il vaut somme de J égale 0 à N de VJ, phi J, de X. C'est la même écriture, hein, sauf que j'ai remplacé mes fonctions PH de X, VH de X par ce qu'elles valaient une fois discrétisées sur ma base, tout simplement. Hein. Donc là, il n'y a rien de très, très nouveau. Alors, par contre, ici, il y a une petite gymnastique, et c'est là où c'est intéressant que A soit une forme bilinéaire, c'est que du coup, je vais pouvoir sortir les signes sommes. Donc, du coup, je vais sortir mes signes sommes. Donc, ça fait une somme de I égale 0 à N, de somme de J égale 0 à N, je vais mettre tous les scalaires d'un côté, je peux aussi sortir les scalaires. Hein. Donc, ici, vous voyez que le scalaire que j'ai, il est là. Hein. Le seul scalaire que j'ai ici, il est ici. Donc, ce PI ici, qui est la valeur de ma fonction au nœud I, eh bien, je peux le sortir. Et donc, ça va me faire PI fois ma forme bilinéaire A de phi I de X virgule phi J de X. Et de la même façon, je vais sortir en fait mon autre scalaire qui était là, qui est la composante de ma fonction V de H sur la base, sur l'élément de la base qui s'appelle phi J de X. Et donc celui-là, ça c'est VJ. Et ça doit être égal, je fais la même chose ici de l'autre côté, J égale 0 à N, ça va être égal à VJ, je sors mon scalaire, puisque c'est une forme linéaire, L est une forme linéaire de L de phi I de X. Alors, si vous vous souvenez de ce que vous avez pris en mécasol, si j'utilise la convention d'Einstein, en fait, c'est comme si j'écrivais PI A de IJ. A de IJ, en fait, c'est un tenseur d'ordre 2, ni plus ni moins, c'est ma forme bilinéaire. Une forme bilinéaire est un tenseur d'ordre 2, V de J. Les PI, c'est un vecteur, VJ, c'est un vecteur, A de IJ, c'est ma forme bilinéaire A, et ça, c'est égal à VJ, VJ, et après, qu'est-ce que j'ai mis là ouais, c'est égal à VJ, LJ. Ma forme linéaire, je peux, en raccourci d'écriture, hein, je l'écris comme ça. Elle dépend que de J. C'est là où je crois que j'ai fait une boulette là-haut. C'est pour ça que j'ai été un peu confus. Voilà, il y a un J là. Je me suis trompé. Si vous écrivez ça sous forme intrinsèque maintenant, ça c'est totalement équivalent. Bon, on va reprendre les formes intrinsèques que vous connaissez, par exemple en Mécasols. C'est un vecteur hein, qui est une fois contracté avec un tenseur d'ordre 2, qui est une fois contracté avec un autre tenseur d'ordre 1. Et ça, c'est égal au tenseur d'ordre 1 qui est contracté avec un autre tenseur d'ordre 1, c'est-à-dire un vecteur. Petit rappel que vous avez peut-être vu, j'espère, en mécanique des solides, puisque malheureusement, on n'a pas pu faire la partie algèbre tensorielle ici, là, c'est-à-dire en MEF. Le petit rappel, c'est que la définition d'une transposée, c'est que quels que soient deux vecteurs x et y, eh bien, quand vous avez x fois votre forme bilinéaire A fois y, eh bien ça, c'est égal à y fois la transposée de votre forme bilinéaire fois x. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, alors, vous allez me dire ici, je pourrais m'en passer, puisqu'en réalité, A est symétrique. Hein. Mais dans le cas où A ne soit pas symétrique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir réécrire ce que je viens d'écrire là, juste au-dessus, de cette autre façon, V fois A transposé fois P, qui est égal à V fois L. Et ce que j'obtiens là, n'oubliez pas qu'en réalité, c'est quel que soit V. Donc, ce quel que soit V me permet d'écrire que, en réalité, le système que j'ai à résoudre pour trouver mes inconnus, c'est transposé de A fois P égale L. Miracle. Et là, je n'ai plus qu'un système linéaire à résoudre. Donc ça, c'est un truc assez extraordinaire. Je le réécris maintenant en composantes. En composantes, ça donne, pour J, alors il faut que j'écrive en fait n plus une ligne, pour J égale 0 à n, eh bien, je vais avoir la somme des I égale 0 à n de A
de phi j de x, phi i de x, fois pi, qui est égal à L de phi j de x. Donc là, j'ai en fait un système à n équations, à n plus une équation, par exemple, et n plus une inconnue. C'est ce système qu'il faut résoudre. Pour trouver mes inconnus, mes degrés de liberté. Donc, pour trouver les pays, il faut que je résolve ce système-là. On va terminer juste par une convention de nommage. Donc, c'est une convention de nommage que vous allez retrouver tout au long de votre polycope et puis des différents exercices qu'on va faire maintenant, plus tard, je veux dire. La matrice de composantes, en fait, a la forme bilinéaire qui est comme ça. Elle est connue. Elle est connue. Et elle, on va la nommer, c'est une matrice qu'on va nommer grand R. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que le premier terme, c'est phi j et le deuxième, c'est phi i. Donc, en réalité, on va avoir une petite inversion. C'est à cause de la transposée. Parce qu'en réalité, là, ce que je viens d'écrire ici, là, ça, c'est la transposée de A, pour être cohérent avec ce que j'ai mis là. Donc, le grand R, en fait, c'est composantes. C'est une matrice qui a des composantes, R et J, et va valoir A de phi j de x fois phi i de x. Vous voyez, le caractère transposé, il apparaît ici. C'est parce que ce n'est pas A de phi i de phi j, c'est A de phi j phi i. Voilà, c'est tout. Bon, encore une fois, si A est symétrique, ça n'a aucune importance. Donc ça, par convention, on va toujours appeler ça comme ça. Ensuite, deuxièmement, le vecteur, en fait, le vecteur des inconnus, en général, on le nomme du nom de l'inconnu. Donc ici, l'inconnu s'appelle P. Donc la matrice en question, on va l'appeler, c'est une matrice colonne, P. Et les composantes de cette matrice colonne, on va les appeler PJ. Alors là, ce n'est pas PI en fait, comme on avait là. C'est PJ. C'est si on veut être compatible avec la notation R et J. Puisque en fait, j'ai inversé tous les indices I et J. Donc mon vecteur inconnu s'appelle P de J. Et le troisième convention de nommage, le vecteur de composante connue du second membre, en fait, donc le second membre, qui est le L, eh bien, lui, c'est une matrice colonne qu'on va appeler grand L, et ses composantes sont LI. Voilà. Maintenant, eh bien, qu'on a fait cette notation-là, le système que vous avez juste au-dessus, le système à résoudre, se traduit sous forme matricielle par une matrice grand R fois un vecteur colonne P qui doit être égal à L. Donc, si vous arrivez à calculer R-1, c'est fini. Vous savez automatiquement trouver P. Alors, la prochaine fois, on verra les techniques pour calculer R, faire l'assemblage, etc. Calculer ce qu'on appelle les raideurs élémentaires. En fait, le R ici, ça vient du mot raideur, parce qu'en mécanique, effectivement, ce truc-là, en général, est une raideur. Mais ce n'est pas forcément une raideur si on fait de la thermique, par exemple. Voilà, donc on finira tout ça la prochaine fois. Je vous souhaite de bonnes vacances et un bon week-end pour commencer. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir. Merci à vous. Merci, monsieur. Bonnes vacances. Merci, au revoir, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir.